L'histoire que nous allons regarder ensemble, c'est une histoire invraisemblable et pourtant une histoire arrivée. Quoi invraisemblable? Ben, vous savez bien, c'est une espèce de petite paysanne de Don Rémy qui déclare qu'elle va faire, elle, ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est-à-dire délivrer Orléans, faire sacrer le roi, et elle le fait. Et puis ce qui complique tout, c'est que cette fille prétend qu'elle a une mission surnaturelle, qu'elle a entendu des voix, et qu'elle est commandée par Dieu pour faire ce qu'elle va faire. Là, vous avouerez que c'est en effet assez déconcertant. Un homme comme Alain, vous savez, le philosophe, le critique français Alain, qui était agnostique, disait « c'est une belle histoire, c'est peut-être même la plus belle histoire humaine ». Alors essayons de voir. Ce qu'il ne faut pas faire à propos de Jeanne, c'est ce qu'a fait un homme comme Michelet, par exemple. Jeanne, vous pensez bien que son histoire invraisemblable a suscité toutes sortes de commentaires. Il y a eu des générations superposées de commentateurs. Si bien qu'on a embelli l'histoire et qu'elle est maintenant couverte de légendes. C'est Claudel qui a dit qu'elle est plus ou moins disparue dans sa légende, la vraie Jeanne. Et Bernard Shaw, qui a écrit une Sainte Jeanne qui est très bien, qui me paraît extrêmement importante, Bernard Shaw disait « elle est recouverte d'un badigeon défigurant ». Ben, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'a fait Michelet. Quoi d'autre? Michelet, historien, je l'ai pris au sérieux pendant longtemps. Je me suis aperçu que j'avais eu tort lorsque j'ai commencé à étudier la Révolution française. Je m'étais dit, peut-être la Révolution, il l'a fait un peu vite, tandis que sa Jeanne d'Arc est très célèbre, qu'il a écrite en 1839 et qu'il a publiée en 1841, ça c'est de l'histoire sérieuse. Ben, je me suis aperçu que Michelet s'était laissé avoir par quantité de légendes, les fameuses légendes qui couraient sur Jeanne. Michelet, qui était pourtant un archiviste, c'est son métier, il était archiviste, il ne s'est jamais reporté au texte. Ce qu'il faut faire, vous le savez bien, enfin, quand on est devant une histoire n'importe laquelle, il faut prendre les sources, les documents, puis examiner ces documents de près. Michelet ne l'a pas fait, il a travaillé sur les gens qui avaient travaillé avant lui. Travail de seconde main, qui est toujours désastreux pour un historien. Il a eu 4 bouquins à peu près sur sa table. Il y en a un qui était de Lebrun, l'autre qui était de Beria, un troisième qui était d'un nommé Buchon, et surtout un gros bouquin écrit en 1790 d'un nommé Laverdy. Et ce monsieur Laverdy, lui, il était allé au texte, il avait vu les documents originaux. Alors le père Michelet, il reprend simplement ce qu'ont dit les uns et les autres, il arrange ça avec une préoccupation presque exclusive de faire de l'effet, enfin, c'est une histoire théâtrale, une histoire d'image d'Épinal, mais il va être coincé, du reste, il va faire une de ces gaffes qu'il ne pardonne pas, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un monsieur Rudler. Rudler, en 1925-26, a fait une double thèse sur la Jeanne d'Arc de Michelet. Il a regardé comment Michelet avait travaillé. Alors laissez-moi vous raconter, ça ne dure que 2 minutes, mais ça vaut la peine, une de ces gaffes extraordinaires de Michelet. Monsieur Laverdy, dont je viens vous parler, qui travaillait à la fin du XVIIIe siècle et qui travaillait sur les documents, avait mal lu un texte latin. Il s'agissait de Jeanne qui est en prison et on doit lui faire un nouveau vêtement. Alors il y a le tailleur qui s'amène auprès de Jeanne pour prendre ses mesures, et Laverdy, qui a mal lu le texte, je vais vous dire, dit le tailleur à un moment a été inconvenant à l'égard de Jeanne, il lui a caressé la main, il lui a mis la main sur la main. Alors elle lui a flanqué une gifle. Et Michelet, qui répète ce qu'a dit Laverdy, et qui fait de la sonorité autour, dit « cette main de tailleur, sur la main qui avait porté le drapeau de la France, il y avait de quoi indigner Jeanne. » Moi, ça m'avait paru un peu extraordinaire, fait qu'elle se mette dans un pareil état parce que le tailleur lui avait mis la main sur la main. Le texte latin qu'Averdy avait sous les yeux et que Michelet n'a pas regardé ne disait pas « per manum », pas sur la main, mais « per mammam ». Mammam, ça veut dire sur le sein. Ah, je comprends un peu mieux que Jeanne lui ait fichu une baffe parce qu'il lui avait mis la main sur le sein. Eh bien, lui, Michelet, fait l'effet que vous savez un peu extraordinaire chez un démocrate, de dire cette main de tailleur sur la main de Jeanne d'Arc, avait de quoi s'indigner. Donc, 0 pour Michelet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Il faut commencer par grouper les documents. Et par bonheur, le travail a été fait d'une manière admirable, épatante, si je puis dire, par un nommé Quicherat. Vous savez, Jules Quicherat, l'homme des dictionnaires latins. Entre 1841 et 1849, c'est M. Quicherat qui a fait un travail de bénédictin, est arrivé à rassembler tout ce qui, alors, était connu comme documents originaux concernant Jeanne. Et depuis ce Quicherat de 1849, on n'a presque rien ajouté, vous savez. Des érudits ont cherché, il y a la spécialiste d'aujourd'hui, enfin celle qui connaît le mieux Jeanne d'Arc, Madame Régine Pernoud, qui a trouvé un certain nombre de petits documents complémentaires. En particulier, il y a eu des lettres qu'on appelle la correspondance Morosini. Les Morosini, c'était des Vénitiens qui avaient des comptoirs à travers toute l'Europe. On a retrouvé cette correspondance, et dans certaines lettres de 1429 et 1430, il est question de Jeanne, donc le document contemporain même, hein, ce qu'on disait de Jeanne à Bruges, ce qu'on disait d'elle à Lyon, ce qu'on disait d'elle à Marseille, c'est intéressant. Régine Pernoud, d'autre part, a travaillé sur les comptes de la ville d'Orléans, et les comptes royaux. Alors on voit apparaître le nom de Jeanne, soit à Orléans, soit dans les comptes royaux.
Alors en somme, une fois qu'on a ces documents groupés, rassemblés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les soupèse. On en fait la critique. Vous savez, la critique des textes, la critique des sources, ça consiste en ceci. Qu'est-ce que c'est que ce document? Quelle est sa date? Quelle valeur de crédibilité a-t-il? Y a-t-il des choses que l'on peut admettre comme vraisemblables ou d'autres qui semblent extrêmement suspectes? Il faut faire un triage, quoi, un tri des documents. Et ce monsieur Rudler dont je viens de vous parler, qui a fait le travail sur Michelet, écrit ceci: toute histoire de Jeanne comporte une part énorme de critiques négatives. Ça veut dire qu'il y a quantité d'affirmations qui courent les rues encore, que vous trouvez dans les bouquins actuels sur Jeanne d'Arc, et qui sont fausses. Tenez par exemple, je vous en parlerai dans mon dernier exposé, Anatole France. Anatole France a fait en 1908 2 très gros volumes d'apparence scientifique sur Jeanne. Et à un moment, répétant ce qu'il avait entendu dire, il dit, Jeanne, lorsqu'elle a eu un peu d'argent à sa disposition, s'est acheté une maison à Orléans. Jeanne propriétaire, on ne savait pas, c'est curieux, peut-être qu'elle se disait que lorsque j'aurai fini mon boulot, je m'installerai, enfin, rentière comme ça à Orléans. Eh bien, depuis 1909, exactement, oui. Non, attendez, antérieurement à 1909, donc avant Anatole France, un érudit local d'Orléans avait regardé ce fameux acte d'achat. Et ce n'était pas la pucelle, comme on l'appelait à ce moment-là, mais dans le texte, il y avait la Pinel, P-I-N-E-2-L-E, une femme qui s'appelait la veuve Pinel, était la veuve d'un monsieur Pinel. Eh bien, c'était cette dame qui avait acheté la maison, c'est pas Jeanne d'Arc. Ben, aujourd'hui encore, vous voyez des gens qui vous disent qu'elle avait acheté une maison là. Une autre histoire, par exemple, lorsqu'elle va se présenter devant le roi. L'on dit le roi s'est dissimulé, il s'est mis parmi les courtisans, il s'est même habillé d'une manière non somptueuse pour que Jeanne ne le reconnaisse pas, et elle l'a cependant reconnu. C'est une blague, c'est une histoire inventée, longtemps après Jeanne, par conséquent, pas question. Lorsque cette malheureuse fille, prisonnière à Beaurevoir, va sauter d'une tour, d'une fenêtre, je ne sais pas, peut-être du sommet même, du château de Beaurevoir, pour se suicider, enfin pour se tuer, parce qu'elle a horriblement peur de tomber entre les mains des Anglais. Comme aujourd'hui, c'est assez moche de dire Jeanne d'Arc a failli se suicider, alors on vous raconte, c'est dans l'histoire de M. Calmette par exemple, elle est descendue avec une corde, et puis la corde s'est cassée. Mais non, il n'y a pas question de corde. Jeanne, au procès, quand on l'interrogera là-dessus, dira carrément « oui, j'ai sauté ». Ben, je viens de vous donner 3 exemples, mais il y en a comme ça 10 000. Enfin, il y a des quantités de choses qui courent les rues sur Jeanne, qui sont considérées comme authentiques et qui ne le sont pas. Savez-vous que Zola, on ne l'attendrait pas dans notre histoire. Eh bien, Zola, quand il avait 22 ans, avait eu l'intention de faire une Jeanne d'Arc. Et j'ai vu la lettre qu'il écrivait à son ami Baye à ce propos. Je voudrais faire une histoire simple et vraie. Je voudrais avoir devant moi une vraie jeune fille, parlant comme une jeune fille, et je voudrais raconter cette histoire, disait-il, sans point d'exclamation. Ben, j'aime bien ça, sans point d'exclamation. Alors que Michelet travaille dans le point d'exclamation. C'est ça que je voudrais essayer de faire moi-même. Une histoire de Jeanne avec simplicité et sans point d'exclamation. Je sais que c'est difficile, hein. Je me rends compte que je suis présomptueux. Vouloir remuer de nouveau ces cendres où tant de mains ont déjà puisé, c'est peut-être dangereux. Et puis je sais qu'un garçon comme Jacques Madol, qui est un historien français, qui est un bon historien, a dit « il subsiste toujours du mystère autour de Jeanne ». C'est absolument certain, il y a de l'énigme encore. Cette Régine Pernoud dont je viens de vous parler, qui est là vraiment la spécialiste, la connaisseur de Jeanne aujourd'hui, elle a écrit ceci. « Tout n'est pas clair sur le cas de Jeanne. On a le sentiment qu'elle ne finira jamais de nous poser des questions. Alors disons, c'est difficile, mais en même temps c'est fascinant, alors essayons. » Alors, première chose à dire, son nom d'abord. Vous vous rappelez, dans mon premier exposé, juste en commençant, je vous ai dit, il ne faut pas dire Jeanne d'Arc, c'est un nom qui n'existe pas, Jeanne d'Arc. En effet, si, au moment où elle était vivante, quelqu'un l'eût appelée Jeanne d'Arc, elle ne fut pas retournée, enfin, elle ne savait pas du tout ce que ça signifiait. C'est en 1576, 1576, hein, qu'un poète orléanais a inventé de l'appeler Jeanne d'Arc. Mais elle-même au procès, quand on lui dit, vous savez, en commençant un procès, déclinez vos noms, origine, qualité, elle va dire, au village, on m'appelait Jeannette. Quand je suis venu en France, on m'a appelé Jeanne. Alors il y a Cochon, le président du tribunal, qui dit, oui, mais votre surnom. Attention, aujourd'hui, on dirait votre nom de famille. À ce moment-là, on disait votre surnom. Elle dit, je ne sais pas. Au pays, quelquefois, mon père, on l'appelait d'Arc. Attention, c'est même pas sûr qu'elle ait dit d'Arc, parce que dans le document que nous avons sous les yeux, le document original, on ne sait pas si la dernière lettre est un C, D-A-R-C, ou bien un E, D-A-R-E. Et moi, j'incline plutôt pour D-A-R-E, d'art. Pourquoi? Parce que dans un document du XVe siècle, qu'on appelle le manuscrit d'Orléans, il y a ceci, Jeanne était fille d'un laboureur nommé Jacques Tart, T-A-R-T. T-A-R-T.
C'est la même sonorité que dar. Les noms propres à cette époque-là, ça a tellement peu d'importance pour les petites gens qu'un personnage que vous allez voir survenir, qui est un oncle ou un cousin de Jeanne, il y a des documents qui l'appellent Durand Laxart, d'autres Durand Lassois. En réalité, on l'appelait tout simplement Durand. Lorsque le roi va anoblir Jeanne à la fin de l'année 1429, il lui donnera un nom, il l'appellera Day, D-A-Y. Et maintenant, c'était les Day qui vont devenir les du Lys, en deux mots, du Lys, un beau nom, hein. Et bien, un des frères de Jeanne, plus tard, se fera appeler Dali, D-A-L-I-E. Il a transformé ce d'Ulysse, parce qu'une fois de plus, je vous le répète, ça ne compte pas les noms propres. Alors disons, conclusion, on pourrait à la rigueur appeler Jeanne d'Ulysse, puisque c'est comme ça que le roi l'a baptisée. Quant à Jeanne d'Arc, pas possible, zéro, ça n'a jamais existé. Les parents, bon, c'est pas grand-chose sur les parents. On n'a pas leur âge, par exemple. On ne sait pas quel âge avaient le père et la mère lorsque Jeanne va se lancer, lorsqu'elle va mourir. On sait que le père Jacques, qu'on l'appelait peut-être de temps en temps d'Arc ou d'Arc pour le distinguer d'un autre Jacques local, on sait que ce n'était pas tout à fait le dernier venu dans son petit village de Don Rémy, puisqu'il a été un moment doyen du village pour une affaire avec le comte, le seigneur de Baudricourt, dont je vais vous parler maintenant, qui habitait Vaucouleurs, c'est-à-dire à 20 km. Alors peut-être que le laboureur Jacques, dit d'Art, peut-être que ce laboureur avait un certain bien. En tout cas, certainement, ce n'étaient pas des gens opulents. La mère, on sait qu'elle vivra jusqu'à 1458, alors que Jeanne va mourir en 1431, mais on ne sait pas à quel âge elle est morte. Elle était veuve dès 1440, puisqu'à partir de 1440, elle va vivre à Orléans, entretenue même par la ville d'Orléans. Mais encore une fois, on ne sait pas non plus à quel âge elle est morte et à quel âge le père a disparu. Donc on ne sait pratiquement rien. Il y avait 3 frères et une sœur. 3 frères aînés et une sœur, semble-t-il, plus jeune. 3 frères aînés, Jacquemin, Jean, Pierre. La sœur, Catherine. Mais quand Jeanne va partir, sa petite sœur Catherine était déjà disparue. Alors c'est ici qu'il faut absolument régler, et en 2 minutes, une affaire grotesque, mais qui continue à faire du bruit aujourd'hui. Ça a commencé en 1805. C'est le sous-préfet de Bergerac, qui s'appelait Pierre Cazes, qui a inventé brusquement l'idée que Jeanne d'Arc, en réalité, n'était pas la fille de ses parents, là-bas, de Don Rémy, mais qu'elle était la fille de sang royal, de la femme du roi, Isabeau de Bavière. Isabeau de Bavière couchait avec son beau-frère Louis d'Orléans, et Jeanne eût été la fille d'Isabeau de Bavière et de Louis d'Orléans. Pourquoi est-ce qu'il a inventé ça, le gars? Parce qu'il s'était dit, comme ça expliquera l'affaire extraordinaire que cette paysanne de rien du tout soit accueillie par le roi, accueillie à la cour, à Chinon. Alors si elle est de sang royal, en douce, enfin ça ne se sait que très secrètement, quelques personnes, le roi bien sûr le sait, alors ça devient de plus en plus explicable que Jeanne de sang royal ait été admise. Malheureusement, pour nous faire avaler une histoire comme celle-là, il faudrait nous apporter au moins un commencement de preuve. Mais il n'y a pas l'ombre d'une preuve. Et même quand vous regardez d'un peu plus près l'affirmation de ces messieurs, car de temps en temps on reprend cette blague, commercialement ça réussit, vous savez, on s'aperçoit qu'il y a des mensonges. Tenez, il y en a un assez gros. On nous dit, lorsque Jeanne était à Chinon et qu'elle parlait avec le roi, le duc d'Alençon s'est amené. Le duc d'Alençon était de sang royal. Alors ceux qui prétendent aujourd'hui que Jeanne en était aussi, disent, à ce moment-là, Jeanne a dit, « Ah, il est de sang royal, nous ne serons jamais trop de ce sang-là. » Vous vous reportez au texte. Elle n'a pas dit « erimus » en latin, nous ne serons pas. Elle a dit « erunt ». Ils ne seront jamais assez de sang royal. Donc elle s'excluait du groupe. Alors, fermons la parenthèse, ça n'existe pas. Du reste, M. Philippe Erlanger, il n'y a pas tellement longtemps, en 1963, dans un article de la Revue de Paris, a fait justice de cette légende sur laquelle il n'y a pas à insister. Alors maintenant, il faudrait voir la date de sa naissance. C'est un petit problème, ça aussi. Parce qu'il y a des historiens qui vous disent, de la manière la plus catégorique, mais on sait très bien, elle est née le 6 janvier 1412. Pourquoi? Il y a un document, en effet, de l'époque qui disait qu'elle était née dans la nuit de l'Épiphanie. Le 6 janvier, c'est l'arrivée des mages, c'est l'Épiphanie. Je n'en crois rien. Jeanne, qu'est-ce qu'elle dit, quant à elle, quand on va l'interroger là-bas à Rouen? Quel âge avez-vous? Elle dit, je crois, 19 ans, à peu près, circiter, dit-elle en latin, circiter, à peu près, environ, j'ai environ 19 ans. Alors bon, ça nous reporte à 1412 ou à 1411, mais je vais vous dire pourquoi. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai qu'elle est née le 6, parce qu'à ce moment-là, les gens ne comptaient pas par date. Vous savez, les paysans surtout, ils comptaient par fête religieuse. Il y avait Noël, il y avait l'Épiphanie, il y avait la Trinité, il y avait Pâques, il y avait la Pentecôte, etc. Et si Jeanne fut née le jour de l'Épiphanie, soyez bien sûr que ses parents l'auraient noté, auraient gardé ça en mémoire et lui auraient dit.
Alors disons simplement, on ignore la date précise de sa naissance, ça doit être la fin de 1411 ou le début de 1412, pas plus. Est-elle lorraine maintenant ou pas? Non, pratiquement, elle est vraiment, quoi, elle n'est pas exactement Lorraine. La Lorraine était tout à côté. Je vous ai dit dans mon premier exposé qu'à ce moment-là, des régions comme Nancy ou comme Metz n'appartenaient pas au royaume de France, ça appartenait à l'Empire d'Allemagne. Elle était d'une ville, d'un village, frontière. Il y avait la Meuse, et d'un côté, sur la rive gauche de la Meuse, c'était le royaume de France, de l'autre côté, c'était la Lorraine. Elle était à Domrémy, c'est-à-dire sur la rive gauche de la Meuse, pays barrois, comme on disait, le duc de Bar, hein, le pays barrois, mais elle n'était pas proprement Lorraine. On le dira rapidement, Villon, à la fin du siècle, va dire « Jeanne, la bonne Lorraine », qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Non, pas exactement. Et puis à partir de la guerre de 1870, enfin 1870 en France, quand Jeanne va représenter l'idée de la revanche, de la résistance contre les Allemands, enfin, on a été battu, mais Jeanne avait repoussé les Anglais, mais de même on repoussera les Allemands. Alors c'est devenu très important de dire qu'elle était Lorraine. Vous imaginez Maurice Barrès, qui était Lorrain lui-même, fera tous les effets de menton que vous connaissez au sujet de l'origine Lorraine de Jeanne. Non, c'est pas vrai, peu importe. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir un peu ce qui s'est passé dans ce que j'appellerais sa vie cachée, si vous voulez. Je vous dis ça en allusion à la vie du Christ, puisqu'il y a eu la vie cachée, comme on dit, puis la vie du Christ, la vie publique, à partir de sa 30e année jusqu'à, paraît-il, sa 33e année. Eh bien, avant que Jeanne ne se fasse connaître, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui s'était passé dans sa petite vie tranquille? Il y a eu 3 enquêtes qui ont été faites de son temps dans son pays natal, à Domrémy. Il y a une première enquête qui s'est passée en 31, il y a une deuxième en 29. Une deuxième enquête qui s'est passée en 31, organisée celle-là par Cochon, puis une troisième enquête 25 ans plus tard, lorsqu'on a voulu la réhabiliter, c'est-à-dire en 1456. On nous dit assez volontiers que la première enquête, on n'en connaît rien, c'est vrai, mais que de la deuxième enquête, on ne sait rien non plus. Si. La deuxième enquête, celle de 1431, l'enquête hostile, l'enquête de Cochon, qui a envoyé des gens pour essayer de trouver des renseignements hostiles à Jeanne, il en a trouvé. Et il est habituel de n'en pas parler. Moi, je vous en parlerai. Puis en 1456, lorsqu'on a décidé la réhabilitation de Jeanne, alors on a envoyé de nouveau des enquêteurs, et comme on savait très bien que c'était pour la réhabiliter, tous les enquêteurs sont revenus en rapportant les choses les plus admirables sur cette enfance de Jeanne, qu'elle était d'une piété exemplaire, qu'elle donnait de l'argent, ou plutôt de la laine de ses moutons, au sonneur, lorsque le sonneur avait oublié de sonner complis, par exemple, parce qu'elle y tenait beaucoup, qu'elle chasse-mouillait dans les champs lorsqu'elle entendait la cloche. Tout ça, c'est pas sérieux. Je sais bien que le père Tonqueur ou que madame Régine Pernoud sont noyés d'émerveillement devant ces documents de 1456, moi pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vraisemblablement une petite fille, enfin, gentille, tranquille, il n'y avait pas d'histoire autour d'elle. Elle était pieuse comme étaient pieuses ses camarades. S'il faut en croire un document, elle était même un peu trop pieuse et que ses copines se moquaient d'elle parce qu'elle était tout le temps à faire des prières. J'en sais rien. On ne sait rien de sûr, on sait simplement qu'il n'y a pas eu d'affaire, il n'y a pas eu d'histoire sur elle. Mais voilà 2 choses beaucoup plus consistantes. Et ça, elles sont datées. En 1428, les gens de Domrémy ont été obligés de s'enfuir parce qu'il y avait une espèce de pirate local qui s'appelait Antoine de Vergy qui venait une razzia sur le pays. Alors ils refluent, ils vont où? À la ville voisine, qui s'appelle Neufchâteau, qui est à 10 km en amont sur la Meuse, et Jeanne suit ses parents jusqu'à Neufchâteau. Et là, certainement, il n'y a pas de question, c'est vrai, elle a été servante dans une hôtellerie. Et on sait même qui tenait l'hôtellerie, une femme Valder qui était nommée dans le pays Larousse, elle est surnommée Larousse. Et bien Jeanne va travailler chez Larousse comme servante d'auberge pendant un certain temps. Pourquoi? Il me semble que, vraisemblablement, les parents qui payaient chez Larousse ont prêté leur fille, parce que ça venait en déduction de leurs frais. Ils n'étaient pas riches, ces gens, ils étaient réfugiés là. Alors si on fait de la fille aînée une servante, ça diminue les dépenses. Et c'est peut-être là que Jeanne a appris à monter à cheval. Il y a un chroniqueur de l'époque, qui est nommé Monstrelet, qui est bourguignon, c'est-à-dire de l'autre côté, qui dira, mais sans animosité, c'est là que Jeanne, s'occupant des chevaux, a appris à monter à cheval. Bon, premier point, elle va rester un certain temps à Neufchâteau. Et deuxième point, ce qui est très intéressant, c'est à Neufchâteau qu'il lui arrive une histoire d'amour. Cette gosse, à ce moment-là, elle a 15 ans, 16 ans, elle est éprise d'un garçon, elle a même presque promis, semble-t-il promis à ce garçon, qu'elle va l'épouser, puis tout à coup elle se ravise. Alors le garçon va la poursuivre en justice, justice ecclésiastique à ce moment-là, l'officialité de Toul, qui n'était pas tellement loin, il va traîner Jeanne de Neufchâteau à Toul en rupture de promesse de mariage. Et finalement, il sera débouté parce que Jeanne arrivera à prouver qu'elle ne s'était pas véritablement engagée.
très intéressant de savoir que cette petite, comme tout le monde, enfin, a eu son histoire d'amour. Et les voix de Jeanne. Ben, il n'y a pas moyen de ne pas en parler, des voix de Jeanne. Je sais bien que c'est gênant, on dit c'est une pauvre fille, une hallucinée, et il y a des gens qui disent, ben, simplement, on n'en parlera pas du tout. J'ai vu des manuels scolaires où ce mot même de voix n'était pas prononcé. On aurait dû dire, me semble-t-il, Jeanne a cru entendre des voix, si on n'y croit pas. Mais elle passait carrément sous silence, il n'y a absolument pas moyen, c'est anti-historique, étant donné que pour elle, c'était capital. Alors qu'est-ce qu'elle a dit là-dessus? Ben, au procès, elle a raconté ceci. J'avais 13 ans, ça elle a précisé, j'avais 13 ans, ça nous fait donc 1425 à peu près. J'avais 13 ans. Et un jour, à midi, j'étais dans le jardin de mes parents, puis tout à coup, il y a eu à ma droite, du côté de l'église, il précise bien, à ma droite, du côté de l'église, une grande lumière. Alors je me suis retourné, parce que j'étais épaté par cette lumière, puis une voix est sortie de cette lumière, et cette voix me parlait. Puis il n'y a pas eu simplement une voix, mais il y a ensuite, dit-elle, plusieurs voix. Et qu'est-ce que lui disaient ces voix? Ben, elle lui disait d'abord, gamine, 13 ans, sois une bonne petite, sois gentille, continue à être bien pieuse comme tu es, sois gentille avec tes parents. Puis peu à peu, les voix auraient, paraît-il, changé de ton. Elle lui aurait dit, tu sais Jeanne, on a une idée sur toi. Il faut que tu ailles trouver le roi. Et il faut que tu délivres Orléans. Il faut que tu ailles faire sacrer le roi. Alors cette gosse dit, moi j'ai été absolument ahuri. J'ai dit, mais je suis une gamine, je ne sais pas même monter à cheval. Comment voulez-vous que je fasse ça? Et bien les voix ont insisté, ils lui ont dit, c'est toi Jeanne, c'est toi, on a voulu que ce soit toi. Alors finalement il y a cru. Alors encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, enfin je vous le dirai à la fin, je me risquerai, je vous dirai mon avis à moi. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que cette fille a été commandée, dirigée. Elle y a cru, morticus, vous savez comment on dit mordicus? Ben, en effet, c'est le cas, elle y a cru jusqu'à la mort. Puisqu'on l'a brûlée à Rouen. À cause de quoi? Parce qu'elle n'a pas voulu renier ses voix. Donc ça compte terriblement. Alors historiquement, il faut dire, cette petite s'est crue réellement mandatée d'une manière religieuse et mystérieuse. Alors Peggy, qui a fait deux livres, vous savez, successivement, sur Jeanne, Peggy suppose une espèce de drame cordélien qui serait passé chez cette gamine entre ce commandement qu'elle a reçu, ce commandement surnaturel, et puis l'obéissance qu'elle doit à ses parents. C'est bien que ça ne va pas marcher, en fait, qu'elle dise à ses parents, je veux partir, ses parents l'en empêcheront. Eh bien, j'y crois pas du tout qu'il y a eu vraiment un drame de conscience chez Jeanne. Pourquoi? Parce que quand on l'interrogera là-dessus, elle va répondre, oh, aurais-je eu 100 père et 100 mère que je serais parti quand même. Donc, ça n'est pas du tout un problème qui s'est passé dans son cœur entre ce commandement surnaturel, soi-disant, et l'affaire du respect de ses parents. En revanche, je crois qu'il y a eu un drame au moment de Neuchâteau. Cette petite s'est mise à aimer un garçon, puis elle s'est reprise. Elle avait envie de se faire épouser par ce garçon. Elle a envie de ce garçon, sans doute. Mais alors, attention, si elle se mariait, elle était en train de faire le contraire que ce qu'il avait demandé de faire les voix. Elle a cédé quand même un moment, puis elle s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Je suis mandaté, j'ai une chose à faire. Alors tant pis, j'aime ce petit, mais je vais m'arracher le cœur parce qu'il faut que je suive mon commandement. Je crois que c'est ça son vrai drame. Vous savez, il y a tentation et tentation. En réalité, on obéit toujours à la tentation la plus forte. Seulement, quand on dit le mot tentation, presque toujours tout le monde pense à tentation charnelle. Mais il y a des tentations où le sexe n'a aucune part. Et justement, parfois, pour certains êtres, ces tentations-là sont irrésistibles. Et bien Jeanne, elle a suivi son autre tentation, la tentation dite, entre guillemets, dite surnaturelle. Comment veut qu'elle fasse, cette petite, pour se faire envoyer auprès du roi? Alors elle va suivre la voie hiérarchique. Elle va aller trouver le patron du coin, le préfet, si vous voulez. Qui c'était? C'était le seigneur Baudricourt, qui commandait la petite forteresse de Vaucouleurs. Et je vous ai dit, Vaucouleurs, c'est quelque chose comme 20 km à peu près au sud de Domrémy. Elle ne peut pas non plus aller trouver toute seule, ce monsieur. Le type ne la recevra pas. Il faut qu'elle ait un complice masculin. Alors c'est là où elle va trouver son oncle, elle l'appelait son oncle, c'était un cousin de sa mère, qu'on appelait au village Durand, Durand-la-Soie ou Durand-l'Axar. Et elle dit à l'oncle Durand, j'ai eu des visions. Je suis convaincu que je suis commandé comme ça pour faire ce truc. En plus, vous avez bien entendu parler, il y a des prophéties dans la région qui disent que c'est une vierge qui va réparer ce qu'une autre femme a fait de mal. Quelle autre femme? Isabeau de Bavière, vous vous rappelez, qui en 1420, elle est la femme du roi, avait décidé que le prochain roi serait un Anglais. Alors il y aura une vierge qui va faire le contraire de ce qu'a fait cette mauvaise femme. Tout le monde savait qu'Isabeau de Bavière, c'était une garce. Je crois que ça se rattachait à une idée religieuse, vous savez, l'idée qu'il y a eu une femme qui a perdu le genre humain et qui s'appelait Ève, puis qu'il y a une autre femme qui était vierge, qui s'appelait la Vierge Marie, qui avait sauvé le genre humain. Tout ça devait se mêler. Alors la petite Jeanne, qui a entendu parler de ces prophéties, dit à son oncle, vous savez, ou tu sais, c'est pas croyable, mais c'est moi qui suis chargé de faire ça.
Eh ben, Lamartine, dans un texte de 1852, aura un mot qui m'a frappé beaucoup. Ce Durance, donc le Durance, c'est le premier croyant de Jeanne. C'est le premier homme qui a cru à cette fille. Et il va la conduire, en effet, auprès de Baudricourt. Vous imaginez, hein, le sire de Baudricourt qui reçoit un paysan qui lui dit « j'ai une nièce qui est illuminée », mais il le renvoie tout de suite, il lui dit « on fait des histoires de fous, ça ». Et il va même lui dire carrément, et Jeanne le racontera, il dira « votre nièce, il faut lui foutre des baffes, hein, puis la ramener chez son père, puis qu'elle la mette sous clé ». Loupé. Ça se passait vraisemblablement, semble-t-il, au printemps 1428. Mais je viens de vous dire, il y a un instant, qu'il y a eu entre-temps l'affaire du sire de Vergy, cette espèce de pirate, qui s'est jeté sur Don Rémy. Les parents de Jeanne et elle-même vont se réfugier à Neuchâteau. Ils rentrent à Don Rémy, qu'est-ce qu'ils trouvent? La maison complètement pillée et l'église brûlée. Et Jeanne, telle qu'elle est, cette petite, qui depuis des années se dit j'ai une mission. Je viens de claquer ma mission, je viens de l'oublier, ma mission, puisque j'ai promis à un garçon de l'épouser. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, il se fait des remords. Il se dit si j'avais été chic, en fait, si j'avais pas commencé à parler d'amour avec ce garçon, peut-être que ma maison n'aurait pas été brûlée, peut-être que mes parents ne seraient pas malheureux comme ils le sont aujourd'hui. Alors il faut absolument que je reparte. Et comment faire? Elle a commencé à parler autour d'elle. Elle a dit à des gens, vous savez, vous allez être étonnés de ce qui va m'arriver, mais je vais m'en aller. Alors le père, il en a entendu parler. Au procès, elle racontera, mon père a eu un rêve où il me voyait partir avec les soldats. Non, non, je ne crois pas du tout à une histoire de rêve. Le père Laxart avait parlé, d'autres avaient parlé, et le père de Jeanne lui dit, écoute mon petit, si jamais tu veux faire ce que tu as envie de faire, je te noierai de mes propres mains. Mais il badinait pas, le père. Hein. L'idée que sa fille part avec les soldats, ben, c'est une ribaude, comme vous savez, quand on voyait passer des mercenaires, et ils avaient souvent en croupe ce qu'on appelait à ce moment-là des amiettes, c'est-à-dire des putains qui les accompagnaient à la guerre. Alors le père Jacques, quoi, quand il dit ma fille veut partir, oh ben je vois ce qui va arriver, hein. Elle va être parmi les putains de l'armée. Alors il la menace de mort. Tant pis, cette gosse veut repartir. Alors elle va retrouver son oncle la soir. Je crois qu'elle le possède, enfin, je ne sais pas comment, elle a un pouvoir, et elle lui fait faire ce qu'elle veut. Elle lui dit, je veux retourner chez Baudricourt. Alors cette fois, il va faire un gros mensonge, ce type. C'est très mal. Il va aller trouver le père Jacques et il lui dit, il y a ma femme qui va accoucher, hein. Moi je suis très gêné, est-ce que vous ne pouvez pas me prêter Jeanne pour veiller ma femme pendant ses couches, quoi, puis pour s'occuper du bébé au début? C'est un mensonge. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir reprendre la petite Jeanne chez son père et la ramener de nouveau à Vaucouleurs. Et cette fois, ça va marcher. Alors là, c'est un vrai mystère. Pourquoi le sire de Baudricourt a marché quand on lui amène cette fille? Elle avait, paraît-il, une robe rouge rapiécée. Ça va marcher, pourquoi? Parce que premièrement, elle s'accroche, la petite. Elle dit, je veux absolument. Alors elle reste là, à Vaucouleurs, c'est un tout petit patelin, Vaucouleurs, et elle parle autour d'elle. Elle dit, je suis une fille mandatée de Dieu. Et à ce moment-là, avec la foi populaire, les gens n'étaient pas tellement étonnés de voir une inspirée. Alors comme elle était gentille, comme elle était candide, simple, elle avait un bon regard, les gens croient en elle. Alors il y a une rumeur qui se passe autour de Jeanne, et une rumeur même qui se répand, puisque le duc de Lorraine, il n'est pas loin, Nancy c'est pas tellement loin, entend parler de cette fille extraordinaire et veut la voir. Alors le sire de Baudricourt commence à s'intimider, il dit tiens, le duc de Lorraine lui-même s'intéresse à cette fille, Baudricourt lui donne un sauf-conduit, elle va voir le duc de Lorraine. En réalité, vous savez, le duc de Lorraine, il croyait que c'était simplement une sorcière qui était douée de quelques pouvoirs surnaturels, et comme à ce moment-là, il se sentait très malade, il convoque la petite pour qu'elle le guérisse. Ça ne marchera pas, elle n'est pas faite pour ça. Il lui donnera 4 francs, c'est tout, 4 francs. Elle va revenir. Mais enfin, elle revient entourée d'un prestige supplémentaire, le duc de Lorraine a voulu la voir. Puis il y a deux gars, deux jeunes seigneurs, l'un qu'on appelait Jean de Metz, et l'autre qu'on appelle Bertrand de Poulengy, qui se mettent à croire à cette gamine. Ce sont des seigneurs, ils ont de l'argent. Et ils ont dit, si Baudricourt ne veut pas te donner de l'argent pour partir, aller auprès du roi, nous, on te donnera de l'argent. On va te trouver un cheval, on va te trouver un vêtement. Baudricourt, c'est un administrateur. Et un administrateur, c'est monsieur qui doit renseigner les autorités. Vous vous rendez bien compte de ce que c'est Baudricourt, hein? C'est le délégué du roi dans la citadelle de Vaucouleurs. Il est certainement en rapport avec René d'Anjou. René d'Anjou, c'est le patron local, puisque c'est lui qui dirige le barrois. Et qui c'est René d'Anjou? C'est le fils de Yolande. Et je vous en ai parlé de Yolande, c'est la belle-mère du roi, la maîtresse femme qui tripote dans les affaires politiques. Alors il y a toutes les chances, j'en ai pas les preuves, mais il y a toutes les chances pour que Baudricourt ait averti Yolande. J'ai là sous la main une espèce d'inspirée, enfin une fille, les gens lui font confiance, le duc de Lorraine a voulu la voir, et Yolande a dû lui répondre, écoutez, je ne peux pas me prononcer, faites voir, enfin envoyez la marchandise, et on jugera sur place. Alors Baudricourt va se décider, il ne va pas se fendre, hein, il ne va pas se mouiller. Il ne va pas se mouiller en ce sens qu'il ne donne pas de lettre de recommandation à Jeanne. Il ne va pas se fendre en ce sens que ce n'est pas lui qui va payer. Il y a cet imbécile là de Jean de Metz qui a dit « moi je paye tout », bon c'est d'accord. Il va simplement confier Jeanne à un homme d'armes et à un courrier royal, un de ces bons hommes qui venait perpétuellement de la cour à tel endroit, à Vaucouleurs, et qui repartait, s'appelle Collet de Vienne. Alors il y a donc Jean de Metz avec mon serviteur,
Poulangier avec son serviteur, un homme d'armes et collet, et tout ça s'en va. Quant à Baudricourt, il va dire à la petite, c'est le dernier mot qu'il lui prononcera, ben allez, Jeanne, advienne que pourra. Elle va s'en aller sans passer chez ses parents. Elle a peur de se faire happer et de se mettre sous clé. D'autre part, elle a peur d'une scène, enfin, pas question. Du reste, repasser par Don Rémy, ça serait un crochet. Alors elle se dit, ben, je vais m'en aller, et puis après je m'arrangerai avec mes parents, je demanderai pardon, et je suis sûr que ça s'arrangera très bien, et elle a parfaitement raison, lorsque j'aurai réussi.